Ce matin, il y a maintenant presque 4 heures, les États-Unis, et notamment Donald Trump, ont annoncé que le pilote recherché en Iran, le pilote américain, avait été retrouvé et exfiltré. Il est blessé, mais sain et sauf. Les toutes dernières informations, c'est avec vous, Séverine Laroui. Oui, le deuxième pilote américain de l'avion que l'Iran dit avoir abattu a donc été secouru. L'opération de sauvetage des États-Unis après le crash de ce chasseur bombardier F-15 a donc été menée à bien. On revient sur les circonstances de ce sauvetage avec Marine Mulcet. C'est la fin du cauchemar pour le second membre d'équipage du F-15 abattu au-dessus de l'Iran, mais aussi pour l'armée américaine. Nous l'avons retrouvé, mes chers compatriotes. Ces dernières heures, l'armée américaine a mené l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire des États-Unis pour l'un de nos officiers d'équipage les plus remarquables, qui se trouve être un colonel très respecté. Je suis ravi de vous annoncer qu'il est désormais sain et sauf. Selon le média américain Axios, qui cite 2 sources gouvernementales, l'opération aurait été menée par une unité de forces spéciales. Après leur éjection vendredi, le pilote du F-15 et l'officier des systèmes d'armes établissent le contact radio. Le pilote est secouru plusieurs heures après que l'avion a été abattu. Mais au cours de cette opération de sauvetage, l'Iran a touché un hélicoptère Black Hawk américain et blessé des membres d'équipage. L'appareil avait pu poursuivre sa mission. Hier, c'est le second membre d'équipage qui est localisé. Une opération de sauvetage est alors lancée, tandis que les gardiens de la révolution iraniens déploient des forces dans la région pour l'empêcher. L'opération a été suivie par le président américain et les principaux membres de son équipe depuis la salle de crise de la Maison-Blanche. Et je vous rappelle ce que l'on sait de cette opération. Le pilote, un colonel, a été blessé lors de son éjection, mais il se porte bien selon Donald Trump. Cette opération d'extraction, elle a été conduite par un commando spécialisé. Elle a engagé des dizaines d'appareils qui ont essuyé plusieurs tirs. Les gardiens de la Révolution affirment qu'au cours de l'opération, un appareil a été abattu. L'Iran qui publie des images ce matin d'appareils américains abattus. Et à l'instant, l'Iran dit avoir abattu 3 appareils américains lors du sauvetage de cet aviateur. Et au cours de cette opération de sauvetage, 5 Iraniens seraient morts, donc selon l'agence de presse Tasnim. Par ailleurs, la CIA a mené une campagne de désinformation répandant la rumeur en Iran que les forces américaines avaient déjà retrouvé ce deuxième pilote et tentaient une opération terrestre. Voilà pour le point sur ce que l'on sait sur ce sauvetage. Cécile, cette édition spéciale se poursuit. Merci beaucoup, Séverine Laroui. Andreas Hadjidiakos, on voyait ces images des avions américains détruits. Alors, effectivement, Séverine vient de le dire. L'Iran, maintenant, affirme avoir abattu 3 appareils américains lors du sauvetage de l'aviateur. Ça va être une guerre de communication à présent. Ça l'est depuis le début, comme je le disais avant, c'est une guerre qui se joue dans les airs. Elle s'est jouée aussi un peu sur terre avec les forces spéciales américaines qui ont débarqué pour sauver le pilote. Mais c'est évidemment d'abord une guerre aussi de communication, vous l'avez bien dit. Le régime iranien fait feu de tout bois, si je peux m'exprimer ainsi. L'idée, c'est de faire de la propagande, donc la diffusion de ces images, quelles qu'elles soient, la diffusion de vidéos, tout ça, c'est dans le narratif iranien pour essayer de s'approprier une certaine forme de victoire. Comme on l'a dit, les Américains, ils sont venus, ils ont réussi à récupérer le pilote. Là maintenant, qu'est-ce qui reste aux Iraniens? Il reste à communiquer sur le fait qu'il y a 5 Iraniens, donc 5, c'est vraiment des martyrs qui ont perdu la vie. Mais c'est aussi communiquer sur le fait que matériellement, ils ont réussi à frapper les États-Unis, la plus grande puissance mondiale. Donc, véritablement, l'idée, c'est d'essayer de montrer qu'ils ont qu'ils ont réussi à avoir tout type de victoire. Alors, si vous nous rejoignez, vous voyez en direct ces images qui ne sont pas en direct, mais qui sont relayées par la télé iranienne, des 2 avions américains détruits lors de l'opération. Mais précision, les médias américains expliquent qu'ils ont bien eux-mêmes détruit ces avions parce qu'ils étaient
endommager et pour éviter que, effectivement, la technologie, Anthony, soit aux mains des Iraniens. Objectivement, on peut les croire. Là, les Iraniens vont essayer de faire, contre un sorte une bunker, essayer de sortir toutes les images possibles et imaginables, histoire de montrer qu'ils n'ont pas totalement perdu la face. Enfin, la réalité, c'est que quand même, les Américains ont été capables de mener dans une région enclavée, je le rappelle, enclavée de l'Iran, c'est-à-dire n'ayant pas d'accès maritime, une opération de sauvetage, comme ils n'en ont conduit récemment qu'au Venezuela. De sauvetage, pour le coup, c'était pas une opération de sauvetage, mais c'était une opération de recherche et de prise du président vénézuélien, Nicolas Maduro. C'est la seule qui soit comparable récemment et qui montre à quel point cette opération américaine, là, en Iran, est réussie. C'est une humiliation pour les gardiens de la Révolution, qui, en fait, ont besoin d'apporter 2 types de démonstrations. D'une part, qu'ils sont capables de rester au pouvoir, malgré les frappes constante de l'armée américaine. Je rappelle quand même que les Américains ont conduit depuis le début de cette guerre quelque chose comme 13 000 frappes pour 12 300, c'est le chiffre américain, objectifs militaires détruits ou endommagés. Ils ont besoin de démontrer, d'une part, qu'ils sont capables de tenir, c'est-à-dire de rester aux commandes du pouvoir pendant que les Américains frappent. D'autre part, de maintenir les Américains à distance, notamment en multipliant les frappes de missiles, en continuant de pouvoir frapper, d'envoyer des bordées de missiles à la fois contre Israël et contre les États du Golfe, histoire de montrer qu'ils ont encore entre leurs mains des munitions. Et enfin, ils ont un front intérieur à tenir. Il ne faut pas oublier qu'ils sortent, il y a quelques mois, d'énormes manifestations qu'ils ont dû réprimer à l'arme lourde, y compris en allant chercher les opposants et ceux qui avaient manifesté dans les hôpitaux, blessés, pour les achever. C'est montrer à quel point le pouvoir iranien s'est senti affaibli et en danger. Or, ce besoin de tenir le front intérieur se nourrit aussi d'une narration. Nous sommes les plus forts, nous sommes capables de tenir le territoire iranien. C'est ce que les Américains viennent de faire, la démonstration inverse. Sur la narration, justement, je vais vous lire un post de Mohammad Ghalibaf, le président du Parlement iranien, qui poste, on va bientôt voir le tweet, mais cette photo des avions et qui écrit « Si les USA obtiennent 3 victoires de plus comme celle-ci, ce sera la ruine totale ». Je serai lui, je ferai très attention aux prochaines heures. Patrick Martin-Jeunier, sur cette déclaration complètement, effectivement, plus que surprenante, alors qu'ils n'ont pas réussi à capturer ce pilote sur leur propre territoire. Oui, c'est tout à fait étonnant, d'autant que Mohamed Ghalibaf, le président du Parlement iranien, aurait pu apparaître comme un homme de dialogue pour Donald Trump, parce qu'on sait très bien que Donald Trump dit qu'à défaut, en gros, de changer de régime, il faut trouver un accord, et donc cela pourrait peut-être traduire une fragilisation du régime, parce qu'on sait très bien que ce régime est quand même considérablement affaibli, c'est une humiliation de plus, et on voit bien aujourd'hui qu'il y a dans ce pouvoir une fragilisation entre le président Pezeshkian, qu'on n'entend plus beaucoup, les gardiens de la Révolution, le président du Parlement, donc il y a forcément une discussion au sein du régime. Est-ce que certains restent jusqu'au boutistes? Est-ce que d'autres éventuellement voudraient négocier avec Donald Trump? Je rappellerai qu'il y a quand même si on ne le reconnaît pas officiellement, des canaux diplomatiques qui existent. Vous l'avez dit, ce régime joue sa survie, c'est une nouvelle humiliation. Donc la question est de savoir, est-ce que tout le régime finalement est jusqu'au boutiste? Est-ce que certains voudraient tenter une porte de sortie? Je dirais que cette humiliation supplémentaire, ce succès considérable des commandants spéciaux, c'est plusieurs centaines de soldats qui ont participé depuis 48 heures à cette opération. Est-ce que cela pourrait être la porte ouverte à des négociations? En tout cas, certains pays tels que la Turquie seraient éventuellement prêts à négocier une porte de sortie, mais pour l'instant, on est dans l'incertitude parce que Donald Trump a mis un ultimatum en disant dans 48 heures, c'est tout l'enfer qui va arriver sur l'Iran. Didier Idjadi, justement, un mot sur ces négociations, et on reviendra effectivement sur cette opération de sauvetage. Ils auraient pu avoir un moyen de pression en capturant ce soldat, les Iraniens, et ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, absolument. Et ça, c'est une victoire véritablement pour les Américains, car un pilote arrêté par le régime islamiste égale la torture psychologique
le mauvais traitement, et donc pour pouvoir récupérer des informations sur les troupes américaines dans la région, à tous les niveaux. Peut-être qu'ils devaient, ils allaient garder vivant, bien évidemment, ce pilote-là pour un trophée, pour un moment d'échange avec le régime iranien. Mais néanmoins, c'est un échec. Et également, si vous voulez, ce qui est important, ça met en évidence encore un autre aspect, la valeur humaine pour les soldats américains du côté du président américain, qui fait tout pour sauver ce soldat et qui fait tout pour effectivement apprécier la valeur humaine de son soldat. Tandis que côté iranien, eh bien, des martyrs, eh bien, il faut que ça soit tué pour, disons, le bon Dieu, machin et des choses comme ça. C'est un manque de considération pour les êtres humains également. Et dans la continuité de ce qui a été dit par Anthony, et si vous voulez, aujourd'hui, dans le contexte iranien, c'est quoi? Une grosse contestation, on a vécu il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, et qui montrait une nouvelle fois, effectivement, le rejet total de ce régime islamiste totalitaire au pouvoir, si vous voulez. Mais malheureusement, ça a été massacré d'une manière très, très large. Ensuite, il y avait cette période de guerre qui a démarré. N'oublions pas, en parallèle avec les bombardements, le régime, il est encore ce matin-là à exécuter encore 2 personnes. Hier, il y avait un jeune homme. Avant-hier, donc ça continue les exécutions en Iran. Et également, il y a une grosse inquiétude concernant les prisonniers politiques en Iran, car dans l'histoire de la République islamique, on a eu des moments où ils ont exécuté dans les années 60, si vous voulez, 70, ils ont exécuté pendant quelques jours 4000 prisonniers politiques en Iran, si vous voulez. Didier Idjadi, rapidement, est-ce qu'on peut imaginer que dans ce secteur où la population est quand même assez, c'est ce qu'on nous disait hier sur le plateau, contre ce régime, ce pilote aurait pu être aidé par une partie de la population? Absolument. Bien, c'est une certitude. Dans cette région-là, si vous voulez, dans toutes les contestations, je connais toutes les régions qui se sont mobilisées contre le régime. Et dans ce secteur-là, eh bien, il y avait des grands moments de manifestation contre le régime. Et d'autre part, effectivement, cette région est habitée par des gens ethniques lor, mais également les Rashraï, qui sont principalement, véritablement opposés au régime. Donc, si jamais ce pilote était trouvé par la population, certainement, ils allaient commencer effectivement à le protéger. Ça, c'est une certitude. Mais les forces, disons, du régime étaient partout pour récupérer absolument donc ce pilote-là, afin d'avoir effectivement un trophée énorme dans la bagarre contre les Américains. Andreas Hadjidiakos, sur le pilote qui a donc tenu 36 heures caché, on ne sait pas s'il a bougé, on sait qu'il est blessé, mais ce qu'on sait par la presse américaine, c'est que très vite, il a pu déclencher sa balise et rester en contact, grâce à une communication sécurisée avec les forces spéciales, et ça a certainement fait toute la différence aussi. Oui, bien évidemment. Alors, il n'y avait pas que ça. Il fallait activer, bien évidemment, sa balise, mais il fallait aussi qu'il l'éteigne à intervalles réguliers pour pas non plus se faire repérer aussi par les Iraniens. N'oublions pas que les Iraniens bénéficient aussi de systèmes de renseignement, d'imagerie satellitaire, notamment par Moscou. Donc oui, effectivement, les premières heures pour ce pilote étaient cruciales. Il fallait qu'il se mette à l'abri, qu'il arrive à communiquer. Il y avait certainement des AWACS qui le cherchaient activement. Il fallait qu'il communique sa position et qu'il ne se fasse pas repérer, même si effectivement, comme l'a dit l'un des invités sur le plateau, il y a effectivement des minorités ethniques là-bas qui sont opposées au régime, qui auraient pu l'aider, mais c'était, je pense, pour lui un trop grand risque que d'essayer de se rapprocher d'une population. Donc je pense qu'il a eu énormément aussi beaucoup de chance, mais pas que, puisque c'est la suite d'un énorme entraînement. Ils sont entraînés, ces forces spéciales sont entraînées à survivre, les pilotes sont entraînés à survivre en cas d'éjection en territoire ennemi.
Anthony Bélanger, on sait peu de choses sur cet homme. On sait qu'il est colonel, il serait blessé, mais c'est vrai que pendant 2 jours, la communication autour de lui, elle a été vraiment minimaliste, voire inexistante. Ne serait-ce que pour ne pas alimenter la boîte à claques. C'est-à-dire qu'imaginez si les Américains avaient commencé à communiquer à la fois sur son nom, son grade, le fait que ce soit un héros de l'Amérique, un colonel, c'est tout de même c'est tout de même un officier de métier et qu'il ait été pris, que la narration soit passée totalement du côté de l'Iran, ça aurait été une humiliation pour le coup trop importante. Donc, et Donald Trump a dû faire ce qu'il n'est pas. Il ne fait que des choses auxquelles il n'est pas habitué en ce moment. Il n'est pas habitué à appeler ses citoyens, mes chers compatriotes. Il n'est pas habitué à mêler dans une seule phrase républicain et démocrate. Et il n'est pas habitué à se taire. Et c'est ce qu'il a dû expérimenter pendant 24 heures. Oui, il a été très discret. Il a été très discret et il a eu très peur. Parce qu'en fait, grosso modo, encore une fois, la narration lui échappait depuis une semaine. On était sur ces plateaux pour expliquer combien le détroit d'Ormuz n'était pas ouvert, combien le programme balistique iranien était au fond pas aussi entamé que le disait la coalition israélo-américaine, et qu'enfin, il restait probablement quelques objectifs à toucher dans le programme nucléaire iranien, puisque les Américains, la semaine dernière, ont bombardé à nouveau Natanz, et puisque hier encore, ils touchaient la partie extérieure de la centrale de Bushehr, la centrale nucléaire de Bushehr. On voyait bien que quelque chose était en train de leur échapper. Et ce quelque chose, c'est fait la magie, enfin l'essence de la guerre. C'était la narration. Donc la narration, aujourd'hui, de Donald Trump soulagé, l'a reprise en main. Il l'a reprise en main, en plus, avec une histoire très facile à raconter aux Américains. Un héros, un soldat récupéré, une armée mobilisée, et une opération extrêmement dangereuse derrière les lignes ennemies. Tout parfait, un scénario parfait à raconter. Juste pour expliquer une petite chose, les Iraniens n'ont pas totalement perdu la main quand même. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir trop la confiance du côté américain. Cette opération, ils l'ont déjà conduite, ils le savent le faire, visiblement extrêmement bien. Les Iraniens, la deuxième partie de la séquence américaine, c'est justement, il y a hier, Donald Trump qui déclarait qu'il fallait que les Iraniens obtempèrent dans les 48 heures, soit ouvrent les détroits d'Ormuz, soit, reprennent les négociations, sinon ça allait mal se terminer pour eux. Les feux de l'enfer allaient s'abattre sur les... On va y revenir. C'est justement ce à quoi il faut absolument revenir, parce que... On va y revenir dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute le général Bernard Nolin, qui était sur notre antenne ce matin, et qui a été Norlin, qui a été lui-même éjecté en territoire hostile. Alors comment a-t-il survécu? Je vous propose de l'écouter. J'étais entraîné au début de ma carrière dans cette perspective, c'est-à-dire qu'on apprenait à survivre. Alors vous savez, moi je me suis éjecté en Mirage F1 et vous savez que sous le siège éjectable, vous êtes assis sur un pactage dans lequel il y a tout le matériel de survie, des moyens de communication et qui vont très loin. Par exemple, vous avez des moyens de repérage, des moyens de communication, comme je l'ai dit, mais aussi de quoi pêcher, de quoi s'abriter, etc., se nourrir un tout petit peu. Tout ça tient dans un pactage sur lequel vous êtes assis. C'est très petit. Alors moi-même, je suis tombé dans un arbre, donc c'était sans problème, sauf pour venir me récupérer, mais ça permet de tenir au sol. Aussi, vous avez une arme, on vole toujours avec une arme, donc vous pouvez tenir quelques jours. Mais dans le temps, la directive, c'était vous débrouiller tout seul. Maintenant, on attend les secours et on se cache et on essaye de pouvoir se faire localiser. Donc il y a simplement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre du Pacifique, cette politique de récupération a été vraiment initiée. Et je me rappelle que dans nos pactages, on avait encore de la poudre anti-requin, par exemple. Donc là, pendant les pilotes qui tombaient dans la mer, bien sûr, on essayait de les récupérer. Donc ça a été les prémices. Donc dans toutes les armées du monde, il y a des unités qui sont spécialement formées pour ces récupérations de pilotes et qui, comme vous le savez, comme il a été dit, qui comprennent bien sûr des commandos, donc des forces spéciales. L'armée de l'air française, par exemple, a des commandos qui sont spécialement entraînés et formés pour ça.
ils sont fournis. Donc des commandos avec des hélicoptères, bien sûr, mais des avions de surveillance, des avions de protection, etc., etc. Voilà, ce sont des opérations très, très compliquées, très risquées, mais bien sûr, c'est pour Donald Trump. Et je pense pour l'armée américaine, c'était très important de récupérer ce pilote, surtout dans les conditions actuelles. Andreas Hadjidiakos, on vient d'entendre Bernard Norlin qui nous expliquait que lui, à l'époque, ils étaient seuls. Et maintenant, on sait qu'il y a des forces spéciales, qu'on viendra vous chercher. Et s'il y a quelque chose de totalement rassurant, ça change la donne complètement ? Sens où évidemment c'est rassurant de se dire que on sait que toute une armée va venir vous chercher, mais d'un autre côté on ne sait pas s'ils vont y arriver. Bien évidemment les Américains déploient des militaires, ils déploient des avions, des hélicoptères, ils sont à la recherche constante de cet aviateur, de ce pilote, mais en même temps, mettez-vous quand même à sa place. Il est dans un terrain inconnu. Il ne sait pas combien de temps il doit survivre. Il ne peut communiquer que de façon sporadique pour pas risquer de délivrer sa position aux ennemis. Donc c'est quand même un moment quand même assez, je pense, angoissant, même s'ils sont formés pour ça. Il est quand même seul. Il sait pas non plus. Il n'a pas d'informations de son côté pour savoir si l'autre pilote s'en est sorti. Il ne sait pas exactement quand est-ce que ses camarades, ses soldats vont pouvoir venir l'exfiltrer. Et surtout, il y a aussi l'angoisse de son côté, puisqu'il s'agit quand même de militaires, de savoir que ces camarades qui vont essayer de venir l'exfiltrer ne vont pas eux-mêmes être en danger, ne vont pas eux-mêmes souffrir de frappes iraniennes. Donc c'est quand même très angoissant pour celui qui est sur place. Patrick Martin-Genier, quel rôle a pu jouer notamment la CIA ou les renseignements ? Ils ont essayé de mélanger les signaux auprès des Iraniens pour... Oui, il y a certainement des instruments électrotechniques, électroniques, qui sont là pour brouiller les messages. Mais encore une fois, vous voyez, il a essayé d'envoyer des messages. C'est pour ça qu'il a été récupéré, mais il fallait les éteindre pour ne pas qu'ils soient récupérés. Parce que ce qui vient d'être dit est parfaitement vrai. En l'espèce, le héros, c'est le colonel. Il est là, mais il est quand même tout seul. Parce qu'il sait qu'on va venir le chercher. Il sait qu'on va essayer de l'exfiltrer. Il doit envoyer des messages, mais pas trop. Donc je suppose qu'il a dû éteindre effectivement sa balise à un moment donné, parce que les Iraniens étaient à sa recherche. Il ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il peut y avoir un entraînement très très important, effectivement des centaines de membres de commandos spéciaux pour aller le chercher. Donc véritablement, oui, c'est un acte de survie. Il sait qu'il doit doser d'abord sa nourriture, ses messages. Il doit se cacher. Et je crois qu'il avait qu'un simple pistolet, une arme pour se protéger. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et donc oui, l'objectif c'était de survivre dans l'attente d'arrivée des forces spéciales, d'autant encore une fois que les Iraniens auraient pu être gratifiés si ceux-ci financièrement ils l'avaient capturé. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est l'information de la matinée. Le pilote américain recherché en Iran a été retrouvé et exfiltré par les forces spéciales américaines. On est en direct de Téhéran avec vous, Siavosh Ghazi. Siavosh, à l'antenne, on voit ces images de 2 avions américains qui ont été totalement détruits. Précision selon les médias américains, c'est les Américains eux-mêmes qui ont préféré les détruire parce qu'ils étaient endommagés plutôt que de laisser des renseignements ou la technologie aux Iraniens. Comment on évoque ce matin à Téhéran cette exfiltration finalement du soldat américain ? Alors, pour être précis, ici en Iran, mais aussi je crois aux États-Unis, on parle d'un avion C-130 et de 2 hélicoptères Black Hawk qui n'ont pas pu repartir. Alors, est-ce qu'ils ont été touchés dans le ciel, abattus dans le ciel par les systèmes de défense antiaériens ou bien au sol? On ne le sait pas encore, mais ce que c'est certain, c'est qu'il y a ces 3 appareils qui n'ont pas pu repartir. Il y a également 2 drones, un drone Hermès et un drone MQ-9
donc des drones ultra modernes américains qui ont été cette fois-ci abattus dans le ciel de la partie sud de la province d'Isfahan. Visiblement, les Américains ont choisi comme base arrière cette région qui est plutôt plate, donc pour aller secourir, rechercher le pilote, le second pilote de l'avion qui a été donc abattu donc il y a 48 heures dans cette partie de l'Iran. Donc ce sont des pertes considérables pour l'aviation américaine puisqu'il s'agit de 3 appareils, 2 hélicoptères, un avion C-130 ainsi que 2 drones donc ultra modernes américains qui ont été perdus dans cette opération. Donc même si le pilote a été récupéré et qu'il a été, on dit, blessé. Alors on ne sait pas s'il a été blessé lors de son éjection ou dans les combats qui ont eu lieu sur place, parce que selon les versions qu'on entend ici dans les médias officiels iraniens, lorsque les avions américains, donc ce groupe de sauvetage s'est placé, a choisi de se placer donc dans cette base arrière pour aller récupérer le pilote, il y a eu une intervention des forces armées iraniennes, et là il y a eu visiblement des combats, puisque côté iranien on parle de 9 morts, donc 9 personnes, 9 Iraniens tués, on parle de martyrs entre guillemets, et de 8 blessés, et certainement côté américain il y a eu également donc des blessés, puisque ce sont des combats qui ont donc touché également donc les 3 appareils restés au sol et qui n'ont pas pu repartir donc avec le pilote qui a été donc récupéré. Ensuite donc les Américains ont ordonné, ça a été dit dans les médias iraniens, ont ordonné le bombardement de ces appareils, le C-130 et les 2 hélicoptères Black Hawk, donc qui ont été détruits, comme on a pu le voir à l'image. Les Iraniens rappellent donc une histoire, la même histoire, il y a exactement 46 ans, à quelques jours près, puisque le 24 avril 1980, l'ancien président américain Jimmy Carter avait ordonné une opération identique pour aller rechercher les diplomates américains qui avaient été pris en otage, et la même chose s'était produite. À l'époque, il y avait 7 avions C-130 et 9 hélicoptères. C'était pas des Black Hawk à l'époque, mais donc 3 hélicoptères. Donc le premier a été pris dans un vent de sable, le second a eu des problèmes techniques, et le troisième, lorsqu'il s'était ravitaillé pour aller jusqu'à Téhéran, s'est crashé, ça a touché un avion C-130, et il y a eu une grosse explosion. Et là, à ce moment-là, on avait donc des militaires américains qui avaient trouvé la mort et qui avaient été récupérés ensuite par les forces armées iraniennes. Donc côté propagande iranienne, on dit ici que c'est un échec cuisant pour l'armée américaine, même si le second pilote a été récupéré, c'est un échec cuisant et que l'Iran est protégé, je cite, par la main de Dieu. Et dernier élément, on dit également qu'il y a toujours donc des éléments, alors on ne sait pas si ce sont des Américains ou pas, des éléments restés à l'arrière, donc qui n'ont pas pu repartir avec le groupe donc de sauvetage qui est venu récupérer le second pilote, restés à l'arrière. Et il y a actuellement des combats, des courses poursuites entre ces éléments-là et les forces armées iraniennes dans cette région montagneuse. Merci beaucoup, Chiavoz Ghazi, d'avoir été en direct avec nous. On reviendra vers vous, évidemment, dans cette édition spéciale, puisque je vous le rappelle, le pilote américain qui était recherché en Iran a donc été retrouvé. Anthony Bélanger, on évoquait avec Patrick Martin-Jeunier le rôle de la CIA. Et rôle très important. Allez-y. Rôle très important parce que la CIA, d'abord d'une part, était constamment en contact avec le pilote sur des réseaux sécurisés. Pendant les 24 heures ou les 48 heures qu'il était perdu au milieu de la campagne, elle a très rapidement réussi à pinpoint, c'est-à-dire à situer exactement l'endroit où il se trouvait, qui était un endroit difficile d'accès, donc c'est pour ça que l'organisation a pris un peu plus de temps, et que cette information a été partagée à la fois par la Maison-Blanche et le Pentagone. On parle bien de la CIA, là, donc, qui, dans ces cas-là, fait circuler l'information à partir de méthodes qu'ils ont acquises, premièrement. Deuxième, donc, en constante communication avec ce pilote, qui n'a jamais été laissé seul, qui n'a jamais eu à éteindre quoi que ce soit, puisqu'en fait, il avait une communication sécurisée. Deuxièmement, l'ensemble des services états-uniens, de l'exécutif états-unien, c'est-à-dire à la fois le Pentagone et la Maison
Maison-Blanche était parfaitement au courant de l'endroit où il était. Bon, deuxièmement. Troisièmement, elle a lancé une opération de ce qu'on appelle le deception, c'est-à-dire une opération de brouillage, de brouillage, non pas de brouillage électronique, mais bien de fausses informations adressées à l'ensemble des Iraniens, en tout cas des forces de sécurité mobilisées dans cette région-là, pour essayer de faire croire aux Iraniens que le pilote avait déjà été récupéré, ou que du moins il avait déjà été en partie, déjà été contacté, que c'était pas la peine, grosso modo, d'envoyer des hommes à droite à gauche. Par ailleurs, ils ont multiplié les leurs, c'est-à-dire que s'il y a eu des centaines de soldats impliqués, s'il y a encore des soldats visiblement qui essaient d'être extraits de la région, nous dit Shavaz Ghazi, c'est tout simplement parce que les Américains ont attaqué à plusieurs endroits à la fois, histoire de disperser les troupes américaines. Donc c'est une opération à la fois complexe, de renseignement, de militaires et d'attaque au sol qui a été conduite, et ce avec, encore une fois, des dizaines d'avions lancés dans des objectifs différents, peut-être pour essayer de distraire les Iraniens de l'endroit véritable où se trouvait le pilote, premièrement. Deuxièmement, la différence avec 1980, effectivement, ce que nous a annoncé Shavaz Ghazi, c'est une opération glorieuse de l'époque du début de la révolution islamique, où les Américains, tentant de récupérer les otages emprisonnés à Téhéran, eh bien, en l'ambassade, ont lancé une opération qui s'est abîmée dans le désert. Sauf que cette opération a été un échec en 1980. Aujourd'hui, c'est une réussite. Cette opération est une réussite. Les Américains sont parvenus à leur objectif, qui était de récupérer le pilote qu'ils avaient laissé pendant plus de 24 heures en pleine campagne iranienne.